Coucou Daniela, Salut. comment tu vas? Ben bien. Et toi? Je suis trop contente d'être avec toi, merci beaucoup d'être là. On est là pour parler de ton livre, donc je le montre, Une claque n'a jamais tué personne aux éditions Solar. Donc c'est un témoignage, dedans tu racontes les violences que tu as vécues depuis toute petite. Il est sorti le 18 septembre 2025. Est-ce que tu peux nous expliquer de quelle violence on parle? Alors déjà, merci pour ce beau résumé. C'est un roman autobiographique. Je l'ai vraiment écrit comme un roman. Hem et je parle de violence, de tout type de violence parce que violence, c'est très large. Il y a les violences, auxquelles on assiste, il y a les violences physiques, psychologiques, vraiment les violences, c'est très large et j'aborde plusieurs, malheureusement, violences, tout au long, de mon récit. Qui concerne moi, mais qui concerne aussi, d'autres personnes, de mon entourage. Et on parle de violences physiques, on Oui. parle de violences Mmh. psychologiques, on parle aussi, je sais, de violences auxquelles tu assistes. Oui. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu comment ça s'articule au quotidien quand tu es petite? C'est Bah, c long, hein, je sais. ouais, en fait, c'est très bizarre parce que ça devient, une normalité. Tu sais que c'est pas bien, mais c'est une normalité. C'est ta normalité, c'est ta vie, c'est ce que tu vis au quotidien et malheureusement, ça devient, une normalité pour toi et même si tu sais que c'est pas bien, tu ne sais pas vraiment comment t'en sortir puisque de toute façon, heu, tu trop petit pour décider quoi que ce soit donc tu serres les dents et tu tiens. Surtout que, moi, c'était, à un moment donné, c'était du matin au matin. Je subissais du harcèlement à l'école, et des violences, à la maison. Donc il y avait même pas un moment de répit. Mais justement, à l'école, ils remarquaient rien, ils remarquaient pas que tu allais pas bien, peut-être des coups, quelque chose? On en parlait tout à l'heure en off et malheureusement, en général, les bourreaux font en sorte de ne pas viser, le visage. Donc ça va être plutôt des marques, au niveau du corps et puis quand bien même, je suis partie à l'école avec, l'œil au beurre noir, la lèvre éclatée et je savais très bien, l'excuse que j'allais donner, c'était systématiquement la même. Je suis tombée des escaliers, je me suis cognée, toujours, faire en sorte de protéger, mes parents. Et là, tu viens de parler du harcèlement scolaire, Mmh. du coup, que tu as vécu. Donc on rajoute de la souffrance sur de la souffrance. Mmh. Qu'est-ce qui se passait? Heu, c'est ça, c'est exactement ce que tu as dit. C'était de la souffrance sur, souffrance. En général, l'école, c'est un peu, l'endroit où, on se ressource, pour ensuite, revenir auprès de ceux qui nous font souffrir. Moi, c'était pas le cas à un moment donné à un moment donné, ça durait quand même pendant 3 ans, où j'ai subi du harcèlement, scolaire et pareil, c'était des violences physiques, psychologiques, plutôt psychologiques d'ailleurs que physiques et je trouve que les psychologiques font encore plus mal. Il y a des moments où j'aurais bien préféré me prendre une baffe plutôt que d'entendre certaines choses et je pense que c'est valable pour nous tous, en fait. Et si on revient rapidement du coup sur ce qui se passait, à la maison, petite, c'est intéressant parce que tu as commencé en disant, «C'était ma normalité», Mmh. mais en réalité, si on revient aussi sur les off, on se le disait en off, c'était pas vraiment ta normalité au départ parce que tu as eu des grands-parents qui Mmh. étaient merveilleux, hein, tu les décris comme ça. Donc on t'a arraché Mmh. à ce qui était ta normalité au démarrage de ton enfance pour, découvrir de la violence. Donc ensuite, la peur est devenue Mmh. ta normalité. Hem, Peut-être pour qu'on comprenne mieux, évidemment, j'encourage chaque personne qui regarde l'interview à lire le livre, hein, pour vraiment comprendre en détail. Donc Une claque n'a jamais tué personne aux éditions Solar. Mais pour qu'on comprenne mieux, Mmh. qu'est-ce qui se passait vraiment? Peut-être nous donner des exemples. Tes parents, ils étaient comment avec toi? Donc je grandis les 4 premières années de ma vie, avec mes grands-parents, maternels, donc ça se passe très bien. C'est vraiment, des grands-parents comme on peut s'imaginer, gentils, aimants, pas un mot plus haut qu'un autre. Moi, ma grand-mère, je ne l'ai jamais entendue crier, heu et puis, encore moins une fessée ou quoi que ce soit, donc vraiment, 0 violence et puis à côté de ça, il y avait quand même mes parents que je voyais assez régulièrement pour comprendre que eux, c'était pas pareil. Mais j'avais pas assez affaire à eux pour que ça me touche directement. En fait, je les voyais un peu et je fais souvent cette comparaison, je les voyais un peu comme un grand frère, une grande sœur, un peu, voilà, qui se bagarre souvent, tu vois, le grand frère qui se bagarre souvent, un petit peu violent et tout. Mais ça te concerne pas vraiment.
puisque, voilà, il fait plein de bêtises, mais toi, tu es un peu à l'écart de tout ça. C'est un peu comme ça que je les voyais. Je savais que c'était mes parents puisqu'on me le répétait depuis ma naissance, mais moi, dans mon inconscient d'enfant, je les voyais un peu comme une grande sœur et un grand frère. Et c'est au moment où, du coup, mes parents partent habiter, dans le sud du Portugal, donc à plusieurs kilomètres de chez moi, je sais pas, 600, 800 kilomètres de chez moi, que j'habite pour la première fois avec, mes parents. Et là, c'est clairement la descente aux enfers. Donc je passe du tout au tout. Je passe, d'un quotidien, paisible, aimant, sécurisant à des violences, quotidiennes. Sur moi, entre eux, là vraiment, c'est la descente aux enfers, quoi. Donc tu es spectatrice Mmh. de violences entre eux et tu es aussi victime de violences psychologiques. Mmh. Par exemple, quelle phrase peut-être tu pouvais entendre quand tu étais En petite? fait, c'est allé assez crescendo. Les violences, n'ont pas été au summum, dès le départ. Ça a vraiment été crescendo. Au départ, c'était surtout des violences entre eux auxquelles j'assistais et puis des phrases comme, «Tu vois, s'il m'a frappé, c'est à cause de toi». Ça, c'est extrêmement destructeur pour un enfant de 4 ans qui voit sa mère se faire battre avec un œil au beurre noir et qu'on te dit: «C'est de ta faute». La culpabilité. La culpabilité, c'est horrible quand t'es enfant parce que on le sait, notre mère, c'est ce qu'on aime le plus au monde. C'est l'être qu'on va le plus défendre, surtout quand on est enfant. Et entendre ça, c'est extrêmement destructeur et c'est des phrases, qui m'ont marqué beaucoup plus que chaque coup de ceinture que j'ai pu prendre, clairement. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est vrai qu'on parle beaucoup des violences, mais Mmh. qui du coup dans l'idée commune souvent sont physiques. Les violences psychologiques, c'est extrêmement destructeur aussi et Bien sûr. ça laisse des séquelles, et on reviendra, hein, peut-être sur les séquelles que tu peux avoir aujourd'hui. Mais, moi j'aimerais, revenir sur, un passage voilà, une idée aussi que tu développes dans le livre, qui est qu'au-delà des violences, tu, estimes que tu n'as pas reçu d'amour et que tu n'intéressais pas ta mère. Mmh. Ta mère ne s'intéressait pas à toi. Les Com Ouais, les 2. Mais comment on grandit sans amour et en sentant l'indifférence de sa mère? Je pense que réellement, ce qui m'a permis de tenir le coup tout au long de ces années, ça a été l'amour que j'ai reçu de mes grands-parents pendant les 4 premières années. C'est-à-dire que j'ai connu quelque chose de stable, j'ai connu une stabilité, j'ai reçu tellement d'amour et ça m'a permis de tenir le coup. Et je pense à tous ces enfants, toutes ces victimes qui n'ont pas connu ça dès leur naissance et qui directement ont baigné dans les violences. Pour eux, ça doit être encore plus compliqué. Moi, j'ai connu la normalité, j'ai connu l'amour et ça m'a beaucoup aidé à tenir le coup. Je ne vois que ça comme explication. Et comment on fait au quotidien? Hem, je pense qu'on survit. On est dans un état de survie, tout le temps, en fait, et on attend que ça passe. On attend que ça passe et on s'accroche à: «Un jour, je partirai» et tu t'accroches très fort, en fait. Émotionnellement, tu dirais que petite, tu t'es mis dans une bulle pour survivre? Dans une bulle émotionnelle pour te protéger? Ah mais c'était ma seule, protection, c'est de me mettre dans ma bulle, de respirer le moins fort possible, de faire le moins de bruit possible pour me faire, oublier. Alors c'est assez paradoxal puisque de base, j'étais quand même déjà assez oubliée, c'est-à-dire que j'avais l'impression d'être soit en trop, soit pas assez, heu, d'être une partie, de puzzle, qui ne rentrait pas vraiment, tu vois ce que je veux dire? Qui était pas attendue et J'étais la pièce rapportée, quoi. j'étais la pièce Ouais. rapportée et en même temps, la plupart du temps, je me faisais le plus petit possible parce que je savais que si je respirais trop fort, si je parlais, je risquais également de me faire, violenter. Donc en fait, c'était tout le temps, ce paradoxe, en fait. Et si on revient justement sur ces violences-là, tu as été kidnappée Mmh. à 15 ans. Ouais. Tu nous racontes ce qui s'est passé? J'ai été kidnappée même, 2 fois. La OK. 1re fois par mon père et la deuxième fois par les 2. Je vais pas rentrer dans les détails parce que, ça serait dommage, de spoiler, un peu tout ça. Mais, pour faire un petit résumé, j'ai à l'âge de 15 ans, eu le courage que ma mère n'a pas eu, c'est de porter plainte, de fuir, heu, de dire, «Ça suffit». Tout ce que ma mère n'avait pas réussi à faire, je l'ai fait à l'âge de 15 ans et alors courage ne veut pas dire ne pas avoir peur. On peut être courageux et avoir une peur bleue.
Alors, est-ce que j'étais courageuse, irrationnelle? Je ne sais pas. Mais en tout cas, je les ai affrontés et j'ai été placée, provisoirement, dans une famille d'accueil et puis mes parents sont venus me kidnapper. Effectivement, on va pas spoiler, mais je pense que c'était important juste de rappeler Ouais, vraiment tout le panel, ouais. l'étendue quand même des violences parce que c'est quand même, assez choquant Mmh. comme information. Moi, ce qui m'intrigue, c'est comment on fait quand on est une enfant qui, a grandi sans amour, Mmh. qui, a souffert de l'indifférence de sa mère Mmh. et qui aujourd'hui est maman et est mariée, donc tu as 3 enfants. Est-ce que toi, tu as eu peur de ne pas arriver à les aimer? C'est une question qu'on peut se poser quand on n'a pas été aimé soi-même, de se dire: «Est-ce que je vais reproduire ces schémas? Est-ce que je serai capable?» Alors déjà, juste pour, revenir sur ce que tu as dit, moi, c'était les 2. Mon père, vraiment, pendant très longtemps, je le voyais un peu comme un voisin. Enfin, lui, il n'avait pas du tout ce rôle de père. C'était presque un inconnu, dans notre relation, si on peut dire ça comme ça. C'était mon père puisqu'on me le disait depuis ma naissance, mais nous, on avait très peu d'échanges et puis, mon père, il fallait jamais le contredire parce que c'est quelqu'un d'extrêmement violent, donc nos rapports étaient, quasi inexistants. Donc moi, c'est sûr que tous les 2, que ça soit elle ou lui, heu, il était, aussi responsable qu'elle, dans ses maltraitances. Mais du coup, pour revenir à ta question, principale, comment on devient mère derrière? Ben, Mais plutôt, en fait, si tu veux, comment dans le global, ouais, comment on sait aimer quand on n'a pas été aimé? je pense que les 4 ans, mes premières 4 ans de vie a été l'essence même, de tout l'amour que je peux donner aujourd'hui. Et puis, je dis aussi que mes parents ont été un exemple, un contre-exemple de ce que je ne voulais pas. Vraiment. Je ne savais pas ce que je voulais, mais je savais surtout ce que je ne voulais pas. Et je ne voulais pas, je ne pouvais pas, pour la petite Daniela que j'ai été, je ne je lui devais ça. Je ne pouvais pas ressembler à mes parents. C'est une promesse que je me suis faite à moi-même, à la petite Daniela, c'était: «Tu ne peux pas leur ressembler». Et ne pas leur ressembler, c'est quoi? C'est aimer très fort, c'est protéger les autres, se protéger soi-même, puisque c'est ce que j'ai essayé de faire tout au long de ces années, me protéger, faire le rôle de mes parents, puisqu'ils étaient censés me protéger, ils ne l'ont pas fait. Donc j'ai décidé de le faire puisque j'avais pas le choix, en fait. Et est-ce que tu as eu peur de pas y arriver? Est-ce que tu t'es dit, «Est-ce que je serais capable d'aimer? Ce j'ai pas eu d'amour. Est-ce que ces enfants, je pourrais y arriver?» C'est une peur quand même que tu as eue à un moment? Tous les jours. C'est une peur, que j'ai, tous les jours. Par exemple, on a tous une part sombre. Chaque part sombre de moi me mène à mes parents. Et tu te dis: «C'est parce que je suis leur enfant. C'est parce qu'ils sont comme ça, donc je leur ressemble» et c'est horrible de se dire ça parce que personne n'est parfait, on a tous nos failles, on a tous nos parts sombres et moi, je le vis très mal avec mes parts sombres parce que tout le temps, je ne veux pas leur ressembler. Donc forcément, quand je suis devenue mère, déjà, c'est pas quelque chose qui était inné chez moi. Au contraire, je ne voulais pas être mère. Parce que je me suis dit: «Il y a un risque que je puisse reproduire, ce que j'ai vécu». Toute ta vie, on te dit que tu reproduis et que tu es destiné à reproduire. Spoiler, c'est pas forcément le cas. Tu peux décider de faire autrement. C'est juste plus difficile, mais tu peux y arriver. Et en fait, quand j'ai vu cet enfant pour la première fois, c'est un amour, viscéral, quoi. C'est un amour, et c'est les seules personnes que j'aime plus que moi, en fait. Je m'aime très fort parce que j'ai pas eu le choix. Je m'aime très fort parce qu'il a fallu que je protège cette petite Daniela. Mais mes enfants, c'est un amour encore, au-dessus de moi, tu vois? Ouais, ouais, carrément. Et je savais que je pouvais pas leur faire de mal parce qu'ils comptaient sur moi, en fait. Ils comptent sur moi, ils comptent sur leur père. Je peux pas les détruire, en fait et je le savais, tu vois? Mais avant, je ne voulais pas être mère, par peur de reproduire. Ouais, il y avait tout un process. Mais tu vois, c'est super intéressant parce que tu le décris comme finalement une évidence. Après, évidemment, beaucoup de travail et beaucoup de déconstruction, et je pense on parle d'années, et là on le résume. Ouais. Mais finalement, quand même, quand tu vois, tu dis, t'as grandi sans amour. Encore une fois, t'as grandi dans la dévalorisation, Mmh. t'as grandi dans de la culpabilisation aussi permanente. Tout ça, c'est loin d'être évident, toute cette Mmh. déconstruction. Donc, aujourd'hui, est-ce que tu pourrais peut-être nous expliquer les séquelles de l'adulte que tu es? Qu'est-ce qui se passe quand, tu vois, t'as 18 ans, je sais pas à quel âge vraiment t'as commencé ta vie d'adulte en t'affranchissant d'eux, Ouais. mais
qu'est-ce qui se passe émotionnellement? Parce que forcément, après un passé comme ça, émotionnellement, on est complètement cabossé, quoi. Ouais, on est complètement cabossé, et en même temps, je savais très rapidement que je ne ressemblais pas à mes parents. À différents moments, je savais que je n'étais pas comme eux. Ne serait-ce qu'à la naissance de ma sœur. Donc moi, j'avais 13 ans quand ma sœur est née. Ma mère avait des actes, des gestes envers ma sœur qui malheureusement n'étaient pas appropriés. Et je savais que ça, ce n'était pas normal et ça me faisait mal dans mes tripes. Alors que je n'étais que sa sœur. Donc je me disais, si sa mère lui fait ça tranquillement et que moi, en tant que sœur, ça me fait mal dans mes tripes, je savais là déjà que je n'étais pas comme eux. Pourquoi je n'étais pas comme eux? Je ne sais pas. Mais ce qui m'a beaucoup aidée, c'est vraiment ce que je t'ai dit tout à l'heure, ce contre-exemple. Je me suis beaucoup accrochée à ce truc de me dire, je ne peux pas leur ressembler. Regarde ce qu'ils sont devenus. Regarde ce qu'ils sont. Et puis, il y a aussi, ce que tu as dit aussi, c'est des années de reconstruction, déconstruire pour reconstruire derrière. C'est des années en thérapie. Mais des années et des années, ça ne se fait pas en un claquement de doigts. Puis encore aujourd'hui, c'est un travail que je fais sur moi-même. Je dis souvent que je suis comme un volcan en éruption. Je suis très rapidement énervée, je peux très rapidement devenir violente parce que c'est des séquelles que je garde en moi. J'ai grandi avec des violences. C'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose que je maîtrise, c'est quelque chose qui est naturel chez moi, des violences. Mais je sais que ce n'est pas bien, donc je travaille dessus. Et je suis ce volcan en éruption qui essaye de l'arrêter quasi quotidiennement, quoi. Et ce qui est hyper intéressant, c'est ce que tu as dit aussi juste avant, c'est, la petite Daniela, j'ai été obligée de l'aimer, Mmh. donc pour, la protéger. Mais ça aurait pu être complètement l'inverse parce que tu as grandi dans cette Ouais. dévalorisation-là, donc au contraire, tu pourrais être aujourd'hui une femme qui ne s'aime pas Mmh. et qui n'a aucune estime d'elle-même. Qu'est-ce Mmh. qui s'est passé justement psychologiquement pour arriver à avoir ce chemin-là et tu vois, et pas sombrer dans cette noirceur qui aurait complètement pu, se passer Complètement. par rapport à ton histoire, quoi? Je pense que de base, je suis assez têtue. Donc je suis têtue de naissance, je pense qu'on est plus ou moins têtu. Et ma mère, tout au long de ma vie, me disait, combien je ne servais à rien, combien j'étais une pute, même à 9 ans, hein, j'étais une pute, même à 5 ans. Et enfin bref, tous les gros mots que je vais vous épargner. Donc j'ai été détruite tout au long de ma vie par sa propre mère. Et comme tu dis, ça aurait pu me détruire. Mais pour moi, j'ai réussi à tourner ça façon essence. C'est-à-dire que pendant toutes ces années, j'enregistrais ce qu'elle me disait et je me disais, je vais te prouver que tu as tort. Là, tout ce que tu me dis là, je vais te prouver que si je sers à quelque chose. Et vraiment, ça a été, ça m'a fait l'inverse en fait. Plus elle essayait de me détruire, et plus je me disais, eh ben tu verras. Et aujourd'hui, je vais faire Léa Salamé, mais comment ça va? Non, mais en vrai, au Ouais. niveau de ton estime de toi-même, parce que honnêtement, là, c'est vraiment le grand sujet. Quand tu as un parent qui dit tout ce que tu viens de dire, Ouais, la dévalorisation sur un enfant, c'est une catastrophe et du c'est coup, ça horrible. fait des adultes qui sont dysfonctionnels. Complètement. Comment tu vas au niveau de ton estime de toi-même, de ton affirmation de toi? Je sais que j'ai beaucoup de chance déjà de ne pas avoir sombré. Je sais que j'ai beaucoup de chance, je reconnais cette chance-là parce que ça aurait pu être tout l'inverse comme tu viens de le dire. Heu, c'est dur encore aujourd'hui parce que, j'entends encore ces voix-là. C'est quelque chose qui te reste à vie, hein. Mais en même temps, je me dis: «Je ne peux pas lâcher la main de cette petite Daniela» et vraiment, c'est des petites choses comme ça paraît rien, mais je te jure que quand tu penses à l'enfant que tu étais et ce qu'elle a subi et que tu penses très fort à cette personne-là, même en te disant, en faisant la dissociation que c'est toi, tu vois? En te disant: «Ça, cette petite fille-là, je dois l'aider, je dois lui tenir la main» et c'est vraiment comme ça que je pense et je me dis: Elle a tellement manqué d'amour et de protection. Je vais être cette personne pour elle. Je vais être cette personne qu'elle attendait tout au long de son enfance. C'est pour tendre le micro à la petite Daniela que tu as écrit ce livre, donc je le remontre, hein, je vais le Ouais, remontrer à la fin, Une claque n'a jamais tué personne, où tu racontes justement toutes les violences ouais. que tu vécues, Mmh, dans ton enfance. Heu, D'autres violences, mais on est beaucoup, sur ça. C'est mmh. pour, donner une voix à la petite Daniela? Ouais, c'est pour donner une voix à la petite Daniela, c'est pour, mes enfants,
c'est pour ma sœur, c'est pour toutes les victimes, en fait. C'est pour que la honte change de camp, pour libérer la parole. Et je me dis, si les victimes ne peuvent pas le faire, parce que c'est très dur de s'exprimer, de raconter, souvent on a honte. Et c'est pour ça que je dis que la honte change de camp. Ben, s'ils n'ont pas ce courage-là de le faire, et ben ce livre, c'est pour eux, c'est pour toutes ces victimes-là, que ce soit de violence conjugale, violence enfance. Toi, avant de te mettre dans l'écriture de ce livre, est-ce que tu l'as toujours conscientisé? Est-ce que, depuis, jeune adulte, tu t'es dit, «Je sais que j'ai vécu des violences» ou est-ce qu'il y a un moment peut-être à l'aube de ta trentaine, tes 25 ans, je sais pas, où tu t'es peut-être réveillé, ou tu as rencontré quelqu'un ou vécu quelque chose qui t'a fait un déclic de dire: «En fait, Mmh. c'était pas tout ce que j'ai diminué, mais c'était de la violence»? Ouais, c'est très intéressant ce que tu dis parce que, bah, tout au long de ces années, ma sœur, a été, ce qui a vraiment rendu ça réel puisqu'on l'avait vécu à 2 et que parfois c'est tellement énorme que tu te dis: «Est-ce que je l'ai vraiment vécu? Est-ce que c'était aussi grave?» Et puis tu as cette personne-là qui, heureusement, va venir appuyer tout ce que tu as vécu. Et j'ai beaucoup de chance de pouvoir vivre ça avec elle parce que sinon ils auraient pu me rendre dingue, ils auraient pu me faire croire de ma propre vérité. Tellement ils sont forts pour diminuer ou pour alterner la réalité, en Et fait, puis comme ils altérer t'ont la réalité. et comme ils t'ont élevé dans cette culpabilité aussi, toi forcément tu te dis: «Peut-être que j'exagère, je leur fais du mal» et puis tu as de la peine pour eux Bien aussi. sûr! Moi, ma mère était une victime aussi. Je pense que tous les 2 d'ailleurs étaient une victime de leur propre vie. Un espèce de cercle vicieux. Ils n'arrivaient pas à s'en sortir et ne pouvaient pas s'en sortir, ils n'avaient pas les armes pour. Puis moi, mon père, il a été diagnostiqué, donc il y a des mots qui ont été posés sur sa maladie. Donc du coup, moi, j'ai encore plus de peine. Je me dis: «Bah, tout ce qu'il fait, c'est parce qu'il est malade». Alors ça n'excuse en rien tout ce qu'il a fait, mais ah, ça rajoute un petit peu de peine à ce que tu peux ressentir. Mais il y a eu ce déclic-là, pour l'écriture de ce livre parce que j'avais beau en parler un peu autour de moi, mes proches, ma sœur, on en parlait régulièrement parce que ça nous fait beaucoup de bien. Il y a eu ce moment-là où en fait, pendant un shooting avec ma maison d'édition, mon éditrice était là avec moi et puis il y a on est en train de déjeuner, mon éditrice, moi et la photographe et moi je commence à raconter 2-3 trucs. Mais vraiment, j'avais pris l'habitude d'en parler. Je pense que en parler, ça fait du bien. Il faut en parler. Si tu gardes ça en toi, ça te détruit à petit feu. Il faut en parler. Il faut surtout pas avoir honte parce que c'est pas à vous d'en avoir honte. Et j'en parle, mais genre vraiment rapidement, 2-3 trucs et puis je me tourne, vers mon éditrice et je vois, elle est en larmes. Elle fond en larmes. Et en fait, là, tu comprends que ce n'est pas normal puisque les gens qui n'ont rien vécu de tout ça, pour eux, c'est inimaginable, c'est inhumain, c'est inacceptable et là, je comprends. Là, je comprends vraiment que Daniela, ce que tu as vécu, ce n'est pas normal, en fait, Alors que c'était ta normalité. alors que c'était ma normalité. Tu vois? Donc c'est des gens autour de moi qui m'ont fait comprendre que waouh, c'est ouf ce que tu as vécu. Ça a dû être violent à réaliser pour toi? Que c'était Ah! violent justement ce passé? Je comprenais pas trop. Elle me dit: «Mais tu te rends compte de ce que tu as vécu, toi?» alors que je venais de lui raconter 2-3 trucs qui, pour moi, c'était anecdotique, tu vois? Moi, j'avais l'impression d'être déjà passée à autre chose et puis là, elle me dit: «Mais tu te rends compte, tu pourrais aider tellement de personnes, puisque tu t'en es sortie, en fait, donc tu es l'exemple qu'on peut s'en sortir et qu'on n'est pas obligé de reproduire» et c'est elle vraiment qui m'a donné l'idée d'écrire ce livre. Alors forcément, je pouvais pas l'écrire tant que mes grands-parents étaient vivants, donc j'ai attendu le décès de mon grand-père et heu et que ma grand-mère, soit en EHPAD, avec Alzheimer pour pouvoir l'écrire parce que c'est trop violent, déjà tout ce que j'ai vécu et puis toutes les choses que je peux raconter sur mes parents, ça aurait fait trop de peine. Donc jamais j'aurais pu, leur faire ça de leur vivant. Tes parents, ils sont encore en vie? Ouais, Ouais. Alors justement, là, tu vois, tu as dit plusieurs fois qu'il y avait cette peine ouais, que tu avais envers ouais, eux. Parce que voilà, ils ont pas eu une vie facile et cetera. C'est très souvent les excuses oui, qu'on peut prendre en tant que victime, oui, de se dire, «Je vais pas leur rajouter une souffrance sur une souffrance» et en même temps, ce n'est pas de leur faute et ils ont fait de leur mieux et plein de choses. Mais en même temps, toi, verbaliser, parce que c'est finalement ce que tu as fait, hein, dans oui. ce livre, hein, verbaliser cette souffrance, est-ce que ça serait pas aussi, en tant que victime, reprendre le pouvoir, reprendre le contrôle et arrêter de, diminuer, en fait, Mmh. sa propre souffrance et lui donner sa pleine existence?
C'était très difficile d'écrire ce livre. J'ai beaucoup pleuré. Je raconte des scènes dures, des scènes à propos de mon père et de ma mère qui sont quand même pas glorieuses du tout, du tout, du tout. Ça a été très difficile pour moi de rentrer dans des détails, mais c'était aussi important de rentrer dans les détails pour expliquer le personnage. Si tu restes dans le flou, tu comprends pas exactement. Donc c'est important de rentrer dans les détails pour que comprenne la violence et les différentes caractéristiques de chaque personnage. Donc ça a déjà été dur pour moi de me dire ah, mais tu te rends compte ce que les gens vont dire sur tes parents, surtout que souvent c'est des gens où l'image est très importante en fait. En général, les bourreaux, les voisins disent toujours oh là là, mais qu'est-ce qu'il était gentil et serviable, jamais j'aurais cru qu'il était capable de faire ça. Tu l'entends souvent à la télé Ah oui, oui. quand il se passe des drames. Mais jamais ces gens-là, ils sont beaux, intelligents, ils présentent bien, ils sont serviables, ils sont gentils. Et l'image qu'ils ont à l'extérieur est hyper importante. Donc déjà, casser ça, pour moi, ça a été extrêmement dur. Mais encore une fois, je me devais de raconter ma vérité, qui jusqu'à présent était soit minimisée, soit écrasée, soit étouffée. Il fallait surtout pas que ça se sache. Tu vois? Et j'ai décidé de couper les ponts avec mes parents, non pas parce que je les aime pas, mais c'est pour ma propre survie. Les garder dans ma vie, c'était me détruire à petit feu. C'était leur donner le pouvoir de détruire également mes enfants. Et je dis souvent, ils ne m'ont pas protégée, mais je suis là pour protéger mes enfants. Donc, quand on dit oui, mais c'est tes parents, c'est mes parents, mais ils n'ont pas le droit de me détruire. Je me dois de me protéger. S'ils sont incapables de le faire, je me dois de me protéger. Et je me dois de protéger mes enfants. C'est hyper intéressant ce que tu viens de dire parce que c'est tellement une phrase qu'on entend. Un père, une mère, t'en as qu'un, t'en as qu'une, donc on doit tout leur pardonner. Bah non. Et puis c'est quoi un père, une mère? C'est biologique, c'est celui qui t'élève. Qu'est-ce que mes parents, ils m'ont élevé, mais c'est mes grands-parents qui m'ont donné en fait tout l'essentiel, l'amour, la protection, le respect. Donc où s'arrêtent en fait les parents? C'est celui qui met la petite graine ou c'est celui qui a un rôle de père et de mère, tu vois? Ça aussi, on peut en parler pendant des heures. Ah mais vraiment, ouais, c'est vachement insidieux. En réalité, c'est la personne qui est un parent responsable, aimant, pas une personne qui est démissionnaire et qui te déconstruit plus qu'il ne te construit en tant qu'enfant. Mon père, il voulait pas de ce rôle de père. Il ne voulait pas de ce rôle de père. Donc, est-ce que je lui dois quelque chose si lui-même n'a pas conscience de son rôle? Bien sûr. Tu vois? C'est ce qu'on attend des enfants, c'est une loyauté, non, en fait. sans faille, Non. vraiment inconditionnelle. Alors que les parents eux-mêmes n'ont pas eu cette loyauté envers l'enfant de le protéger. Mais c'est le rôle. L'enfant, il n'a pas un rôle à jouer, en fait. L'enfant, il n'a rien demandé. Le parent a décidé d'avoir cet enfant. Donc, il a cette responsabilité. Puis, j'ai rien inventé. On le sait. Les parents ont des responsabilités. Les enfants n'ont pas. En tout cas, quand ils sont enfants, ils n'ont pas de responsabilité. On parle pas à l'âge adulte, ça c'est encore autre chose. Mais en tant qu'enfant, si le parent n'est pas capable de le protéger et de l'aimer un minimum, personne n'est parfait, mais les choses de base, eh ben, on leur doit rien. On se doit nous-mêmes, du coup, de se protéger. Ah oui, oui, et complètement. Petite curiosité personnelle pour finir, par rapport au titre du livre, hein, forcément. Une claque n'a jamais tué personne. C'est quelque chose qu'on t'a dite. C'est quelque chose que tu t'es dite peut-être toi. Tu peux nous expliquer le titre du livre? C'est quelque chose qu'on entend systématiquement dans notre société. Bah, une claque, elle tue personne. En fait, bien évidemment, dans le livre, je parle de bien plus qu'une claque. Mais ce que je veux dire, c'est que il ne faut pas minimiser même les violences verbales. Parce que c'est même les pires, elles peuvent avoir un réel impact derrière. Donc j'ai voulu me servir un peu de cette phrase que la société l'utilise un peu à tout va, pour justement prouver que justement ça peut laisser pas mal de traces.
même à l'âge adulte. Bien sûr, ne jamais normaliser la violence. Et je suis obligée de rappeler que, je regarde la caméra parce que c'est important, si vous êtes victime ou si vous avez connaissance d'une situation de maltraitance d'un enfant, vous devez appeler le 119. Toutes les infos, elles sont sur www.service-public.gouv.fr. Je te dis 1 million de merci. Merci Et à toi. bien sûr, je vais rappeler et je vais remontrer ton livre, Une claque n'a jamais tué personne, aux éditions Solar. Ton témoignage sur les violences que tu as vécues depuis enfant et que tu as eu l'immense gentillesse de venir un petit peu nous expliquer ici. Merci énormément Merci à pour toi. la confiance finalement parce que c'est de ça dont il s'agit. Merci beaucoup. Ça s'appelle Check le média. Est-ce que ça te va qu'on se fasse un petit check de fin? Vas-y. Trop bien. Merci encore. Prends Merci à soin de toi. toi.